Le débat de Smart Job, le cercle RH pour parler des déviants. On n'en a jamais parlé de ces déviants, c'est un peu bizarre, c'est un mot médical, un peu étrange. C'est quoi un déviant en entreprise? Est-ce qu'il y a des graduations qui iraient du déviant sans danger à celui qui mettrait en danger à la fois l'organisation et les êtres humains dans l'entreprise? On en parle avec mes invités. Béatrice Towarniski, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH, vous êtes membre de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH Paris Étoile. Tout à fait. Un des piliers de la NDRH. Le plus gros groupe. Le plus gros, j'osais pas le dire. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Et puis à vos côtés, Daniel Cardis. Bonjour Daniel, psychologue du travail. Alors avec vous, on va avoir peut-être une définition un peu scientifique de ce qu'on pourrait définir comme un déviant. Et puis, comme chaque semaine, Caroline de Senneville, c'est toujours un plaisir. Bonjour Caroline, Bonjour. Journaliste chez Décideur RH. D'abord, quelques mots, Caroline, parce que c'est intéressant. Quand on parle de déviant ou de déviance au travail, ça nous renvoie quand même dans notre relation au travail. Oui, et le travail a-t-il encore un sens? Le débat enflammé et qui ne s'achève plus sur la réforme des retraites parle de notre rapport à la valeur travail. Si travailler plus pour gagner plus pouvait séduire beaucoup de Français à une époque, Ça me rappelle quelqu'un, ça. eh ben, ce n'est plus le cas depuis la crise du Covid. Et la question aujourd'hui n'est pas celle de travailler plus, mais de travailler mieux. Et un chiffre, Arnaud, parce que vous connaissez ma passion pour les chiffres. Je sais. Selon le rapport Gallup State of the Global Workplace 2025, les Français sont parmi, et je pense que ça ne va pas vous surprendre, les moins engagés au monde, avec un taux d'engagement de 8% contre 13% en moyenne en Europe. Donc il y a un vrai sujet de rapport au travail. Rapport au travail et donc déviance lorsqu'on est sur son lieu de travail. Quelle définition vous apportez, vous, Daniel Cardis, à cette notion, à ce concept, je ne sais pas comment on peut dire, de déviance? Alors nous, on utilise plutôt le terme des actes antisociaux dans le cadre du travail qui sont destinés soit à destination, enfin qui sont orientés soit contre des individus, soit contre l'organisation du travail. Voilà. Alors, contre l'organisation, ça peut être du sabotage, du désengagement. On gradue, là, on fait par ordre de gravité? Non, pas du tout. En fait, nous, les psychologues, on n'est pas justement dans la mesure, on est plutôt dans... on génère plutôt des mouvements par rapport à une problématique. Donc, je ne suis pas du tout dans la graduation. Et alors, à l'encontre des personnes, eh ben, ça peut être, par exemple, le harcèlement. On entend beaucoup parler de ça. Moral, sexuel? Exactement. Juste d'un mot, la notion de déviance, vous dites organisation ou humain. Oui. Quand on parle de sabotage, il y a quoi? Il y a une conception un peu politique, moi qui été longtemps journaliste politique. Est-ce qu'il y a comme ça l'idée de détruire l'organisation capitaliste? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Pas forcément. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces comportements, parfois, sont la résultance de ce qu'on pourrait appeler des stratégies de défense. C'est-à-dire que des individus qui sont en souffrance au travail ou qui n'ont plus de raison de s'engager... Se défendent. Exactement. Agressent, si vous voulez, en quelque sorte. Retourne l'arme. Il peut y avoir aussi des déviances plus individuelles. Mais dans un cadre de travail, en tout cas avec l'approche du psychologue du travail, si on est interpellé sur des situations comme ça, on va plutôt essayer de chercher justement qu'est-ce qui explique ces comportements-là. Béatrice Towarniski, vous avez été DRH et vous l'êtes encore. C'est un mot qui vous parle. Vous, on vient de parler de la fenêtre d'une psychologue qui est à ses mots, sa terminologie. Vous, c'est un mot qui vous parle, ou vous utilisez vous aussi d'autres mots, où vous rangez les déviants dans des catégories. Alors, ceux qui sont désengagés, ceux qui sont des harceleurs, est-ce que vous les rangez comme ça? Est-ce qu'il y a une taxinomie du déviant? Il n'y a pas de taxonomie de la déviance en fait, dans l'entreprise. En revanche, il y a le soin dans les grandes entreprises de mesurer, d'évaluer en fait ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et effectivement, tout est mesuré à la maille jusque des tout petits collectifs de travail. Donc, il n'y a pas de graduation en tant que telle. Il n'y a pas de définition. Alors, on parle beaucoup quand même de management toxique. Ça, c'est une notion qui est très répandue dans les entreprises. On parle beaucoup de souffrance au travail. Oui. Et les dernières enquêtes, elles Progresse. Absolument. On voit, en fait, c'est un salarié c'est presque la moitié des actifs qui ont exprimé un jour le fait d'être en souffrance en fait au travail. Et c'est alors après, il y a d'autres critères. Les femmes expriment avoir supporté plus de souffrance dans leur situation de travail. Les cadres supérieurs aussi. Pas tout le monde souffre. Donc, excusez-moi. non, je ne dirais pas cela. Je pense que moi, enfin, j'ai depuis quelques années
et puis ça s'est accéléré ces derniers temps, je suis très attachée en fait à essayer de comprendre le pourquoi de cette augmentation de la souffrance au travail. Et j'ai relu récemment le rapport Golac qui définit ce que sont en 2011 les rapports, les risques psychosociaux, parce qu'il n'y a pas de définition dans le Code du travail de ce que sont les risques psychosociaux. Donc j'ai relu ce rapport pour avoir une définition. C'est quoi les risques psychosociaux? C'est tout ce qui peut avoir un impact sur la santé physique. Voilà. Il peut y avoir un impact sur la santé physique, l'épuisement, Psychique, psychologique. psychologique, social, du fait des conditions d'exercice, du fait des conditions d'emploi, et aussi, et ça Daniel en a parlé tout à l'heure, des facteurs organisationnels, J'allais des y venir. rapports sociaux. Juste, la DRH que vous êtes, souvent on défend son organisation, on a les peintures de guerre de son entreprise. On voit quand même que les salariés souffrent aussi, et c'est ce que vous évoquiez, ils retournent l'arme contre l'organisation. L'organisation, le modèle de l'entreprise les blesse. Et je mets des guillemets à ce mot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense qu'il y a une attention forte à porter à la façon dont les entreprises sont organisées. Oui. On a beaucoup parlé de verticalité, de manque d'autonomie, de responsabilité, de manque de décisionnel. Ce qui, il est important de dire aussi, c'est que la fonction RH, le DRH, a pour mission d'accompagner les grandes transformations, les modifications d'organisation des entreprises. Il peut y avoir aussi au niveau du DRH des conflits de valeurs, Tout à fait. parce qu'à un moment donné, ça matche plus. Je pense qu'un DRH a, et j'en suis de plus en plus convaincue, mais encore une fois par mon expérience, doit anticiper au maximum la prise en compte de ces exigences d'évolution du travail qui par ailleurs est C'est un débat qui fait la poule. très impacté par ce que seront les impacts de l'IA générative. Exactement, qui est un sujet majeur, qui inquiète, gère aussi des troubles psychologiques et psychiques. Je vais perdre mon emploi à cause de la machine. Je ne suis pas formé. Caroline, un petit mot avant de donner la parole à Daniel Cardis, mais peut-être pour nous éclairer, on évoquait les RPS, qui est un sujet important, des risques psychosociaux. Oui, et qui n'est pas sans coût pour l'entreprise. Exactement. Les dépressions provoquées par l'exposition à des risques psychosociaux au travail coûtent chaque année entre 45 et 103 milliards d'euros aux pays européens. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez sur cet enjeu de verticalité. On l'a déjà évoqué, Arnaud, dans d'autres émissions, mais en France, on n'est pas très bon là-dessus. On est loin derrière notamment notre voisin allemand. Et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail en Europe fait régulièrement des enquêtes. Et à chaque fois, le constat est le même. Les salariés français, les travailleurs français se plaignent d'avoir peu d'autonomie, de pouvoir peu influer sur les décisions de travail. Et ça joue forcément énormément sur les comportements déviants. C'est intéressant, la psychologue que vous êtes, on entend l'organisation très pyramidale des managers, très directifs, pour simplifier, versus modèle nordique, où les gens sont plus autonomes, sont plus libres de se déplacer. Enfin, c'est intéressant. Comment on regarde ce sujet, la psychologue? Vous poussez au modèle nordique, non? À plus d'autonomie, à devenir un citoyen libre, ou un salarié plus libre? Alors nous, on encourage à développer le dialogue professionnel, à laisser la possibilité aux professionnels d'élaborer entre eux sur leur activité de travail et d'être écoutés pour faire remonter justement en haut ce qui se passe sur le terrain et pour que les décisions soient prises aussi en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Créer des temps de parole, donc. Enfin, d'un Exactement. point de vue concret, Des c'est temps ça. et des espaces prévus et que ce soit institutionnalisé. Oui, c'est pas la café de 5 minutes. C'est Exactement. on a cet espace qui Tout nous à est fait. dédié, où on peut s'exprimer. Et j'irai plus loin, il faudrait que des managers ou les RH soient formés à ça. Ah bah écoutez, vous en avez une à côté de vous. Mais oui, Alors moi, mais je suis c'est pas pour convaincue puisque je démarre en Béatrice. fait. Non mais moi, Ah je voilà, attendez, moi, pardon-nous. si je suis là, c'est pas un hasard, mais je suis convaincue puisque je démarre un cursus diplômant au CNAM de psychologue du travail. Et si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai, par mes Pour aller plus propres loin. observations, je ressens le besoin fonctionnel d'être outillé, d'être équipé avec ces compétences de psychologue du travail. C'est intéressant ce qu'on entend. Le fait qu'on laisse les personnes
personnes s'exprimer sur leur situation et la manière dont ils se vivent dans le groupe. Je ne sais pas si vous allez exercer Mais c'est ce beau métier. important, c'est effectivement important de permettre l'expression. L'expression sur le travail. Sur le travail, sur le contenu du travail. Parce qu'il y a- Sur il y a son le- travail, donc Oui. le fait. Parce qu'en fait, il y a le travail réel, mais ça, C'est c'est vrai. c'est l'expertise Je vais au travail, j'ai le Daniel. travail réel. Et puis, il y a le travail prescrit. Et il y a souvent un hiatus, un grand écart entre le travail réel, ce que l'on fait véritablement dans une journée, et ce qui est prescrit dans une fiche de poste. Mais ça ne résout pas le débat que l'on se pose finalement, parce qu'on a le sentiment que ce mot déviant est un peu en dessous des écrans radars. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas défini juridiquement, il embrasse beaucoup de catégories. J'ai lu quand même qu'au-delà des déviants, les saboteurs, les travailleurs en retrait, ceux qu'on connaît, on a aussi une autre catégorie de déviants, je ne voulais pas qu'on les oublie, vous savez, ceux dans l'organisation, qui veulent que vous alliez toujours plus loin, qui considèrent que ce qu'on fait n'est pas assez productif. Vous les avez croisés, j'imagine. Vous savez, celui qui a toujours une proposition, et on le considère aussi comme un déviant. Moi, je sais pas, je suis chef d'entreprise, je me dis, après tout, c'est plutôt quelqu'un qui essaie de faire bouger ma boîte. C'est oui et non, mon capitaine. Ouais, c'est ça. C'est oui, bien sûr, il faut des salariés engagés, proactifs, qui, en fait, expriment des propositions Mais pas trop. d'amélioration. Non, c'est pas ça. C'est... on peut parfaitement travailler avec des collectifs de travail et faire avancer l'organisation de façon très pragmatique. Mais en fait, le first, c'est le lien. Il faut d'abord créer le lien et ensuite aller chercher le résultat. D'accord. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas. Donc c'est l'individualité qui est gênante. C'est le fait qu'un homme seul considère qu'il a raison devant un groupe, puisque c'est un peu ça le sujet, et que contre tout le monde, il a raison et qu'il a les meilleures idées pour faire bouger la boîte. Parce que c'est celui-là, le déviant, qui finalement épuise l'organisation. Ben, en fait, cette attitude-là ne permet pas de développer le collectif. Or, le collectif, c'est la première ressource pour l'activité de travail. Moi, j'ai un exemple à vous donner. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été interpellée pour faire une intervention dans une entreprise où la directrice constatait 2 types de comportements. Des personnes qui se désengageaient au point de ne plus venir sur le lieu de travail, mais pensaient quand même devoir être payées, et d'autres, au contraire, qui se surengageaient. Et ce qui était très intéressant, c'est que lorsqu'elle recrutait des personnes, elle constatait qu'à un moment donné, ces gens-là qui, au début, travaillaient bien, basculaient Sont dans les un deux. sens ou de l'autre. Ouais. Alors, c'est une caricature, bien évidemment. Mais c'est surtout la propagation de ces comportements-là qui était très alertant. Daniel, juste un mot, parce que je sais que Caroline a fait un travail de recherche que je trouve assez ahurissant sur le quiet quitting. J'ai halluciné de voir qu'il y a une forme de contamination numérique par des réseaux sociaux qui sont vus par des millions de personnes. J'ai trouvé ça hallucinant. Et dont la Gen Z se saisit. Donc pour les jeunes talents, c'est aussi un vrai sujet. Quiet quitting, la fameuse démission silencieuse, c'est-à-dire le fait de faire le strict minimum. Et sur TikTok, c'est la tendance professionnelle la plus populaire. C'est dément. Le hashtag a été créé en juillet 2022 et depuis, il a été vu des millions et des millions de fois. Il y a 2 autres hashtags qui fonctionnent très bien. C'est le hashtag Act Your Wage, c'est-à-dire les salariés qui revendiquent le fait de s'investir dans leur travail simplement à la hauteur de leur salaire. Et un autre, le quiet firing, qui est le fait de pousser sournoisement un salarié à la démission en lui faisant comprendre qu'il n'a plus sa place dans l'entreprise. Et ça, au-delà des questions de Dans l'autre souffrance versant, individuelle ouais. et d'organisation du travail, en termes de marque employeur, il y a aussi un sujet qui est énorme. Votre réaction vous- Psychodynamique du travail, on appelle ça la grève du zèle. Et C'est ça, en fait, exact. pour rebondir à ce que tu expliquais tout La à l'heure, grève du zèle, c'est vrai. c'est on se limite à ce qui est prescrit. Or, on sait tous que le prescrit n'est jamais suffisant. Ce qu'évoquait Béatrice. Et il faut le compléter par ce qu'on appelle, nous, le travail vivant, dans lequel le professionnel met en œuvre toute sa créativité, Son toute sa initiative. ingénierie. Exactement. Ouais. Et quand il n'a plus la possibilité de faire ça, le professionnel, généralement, il ne va pas très bien. C'est tout à fait exact. Comment vous réagissez à espèce de mouvement numérique comme ça? Alors, c'était en 2022. J'ai Que entendu. le hashtag a été créé et depuis, Ah, ok. ça a été vu des millions et des millions de fois. Il Il existe fonctionne toujours, encore hein. très bien ce Ouais. hashtag. Bon, il est évident que, parce que finalement, c'est des formes d'expression d'une souffrance au travail ou d'un Bien rapport sûr. au travail malade. Je pense que il y a à la fois en fait une souffrance en lien avec le rapport au travail. C'est quoi le sens? Pourquoi je vais travailler? Pourquoi je me lève le matin?
est-ce que je me réalise ou est-ce que je me réalise pas? Puis il y a aussi les sujets, est-ce qu'on me donne les Pécunier. moyens de bien travailler et Et rémunération. rémunération. Mais de bien travailler, Bah oui. est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que je suis respecté dans mon travail? Est-ce que je Valorisé. dispose des marges de manœuvre pour faire ce travail vivant dont parlait tout à l'heure Daniel? Moi, je pense qu'il y a quand même un sujet à travailler quand on est dans les RH, ou en tout cas quand on est dirigeant ou patron d'entreprise, c'est de former, de sensibiliser en fait les managers. Manager, pour moi, c'est créer du lien. Hein. Et juste, Béatrice, quand vous étiez opérationnelle, et vous allez le redevenir, j'en suis sûr, très prochainement, ou à moins de vous allez devenir psychologue, puisque je comprends C'est que ça. vous allez vous former à ce Partie métier. du projet. Mais quand vous l'étiez, comment on réarme des collaborateurs dont le manager vous dit, écoute, j'arrive plus à les faire avancer là. Enfin, je vois bien qu'ils font le minimum. Je les ai prévenus. Comment on fait d'un point de vue, je dirais, très opérationnel, presque juridique? Alors, il faut alors juridique, c'est compliqué. Eh oui. Hein. Ça pose quand même là le sujet c'est l'individu. Hein, Oui. qui est dans on va dire dans un fonctionnement un peu pathogène ou un peu pas clair Et avec qui peut son aussi d'ailleurs entreprise. s'aimer. Qui peut effectivement essaimer. Moi, je pense qu'il y a un mot-clé, en fait, à dire, c'est la responsabilité. Donc, il faut faire un rappel à la responsabilité, un rappel au cadre. Il faut recadrer le collaborateur. Il faut aussi l'accompagner, parce que recadrer, bon, OK, mais il faut accompagner. Ça veut dire qu'il faut, et ça, l'aider. Et comment est-ce que l'on fait? On fait, par exemple, un bilan de compétences. On s'intéresse, C'est ça. on réfléchit à ce que pourrait Est-il être au bon son... endroit? Absolument. Et puis, vous avez des personnes qui sont plus ou moins capables de Tout à fait. se poser les bonnes questions. Donc, il faut vraiment les accompagner. Moi, Les aider à se poser la bonne question. Absolument. Je sens que vous trépignez l'impatience, Daniel Cardis, de vous exprimer sur ce sujet-là en particulier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, en intervention, donc si je repars sur l'intervention, quand je vous ai dit tout à Votre l'heure, c'est fameux un exemple. Oui, voilà, exactement. En fait, on a mis en discussion les collectifs de travail. Et de là, en fait, si vous voulez, ils se sont rendus compte qu'il y avait des normes qui avaient dévié. Et en fait, on les a focalisées sur qu'est-ce qu'un travail de qualité pour vous? Et en fait, Ouais. On se réapproprie. on se réapproprie D'accord. et on revient sur ce qui nous amène ici à travailler ensemble. Voilà. Et celui qui a un comportement inadapté, finalement, il ne fait pas que nuire à une organisation, il nuit à tout le monde, l'organisation au sens très large. Et il s'en rend compte d'ailleurs très concrètement dans le groupe. Parce qu'il se retrouve isolé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, à bout d'un moment, les personnes qui ont envie de bien travailler vont aussi aller dans le sens de ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a quand même des risques, et c'est ce que vous évoquez à travers ces hashtags, risque de contamination. Enfin, c'est l'idée que tout d'un coup, on contamine une équipe avec des personnalités parfois un peu fortes. Il y a un vrai danger à ça. Hein. Oui, et puis au-delà des hashtags, toujours selon une enquête de l'IFOP de 2022, 37% des Français considèrent être des quiet quitters. Donc au-delà des réseaux sociaux, On c'est est quand même tous une des quiet tendance- quitters. c'est quand même une tendance de fond. C'est assez effrayant. C'est-à-dire que, c'est ce que vous évoquiez, on est les deux en même temps. Très Non, motivés à alors- l'embauche, et on peut glisser du mauvais Oui, côté de la voilà. montagne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, dans cette situation-là, il y avait cette propagation de ce comportement-là. Et en fait, dans cette situation-là, c'était lié à des raisons organisationnelles et des personnes haut placées qui avaient eux-mêmes des comportements. C'est ça, mauvais Voilà. exemple par le haut. Donc, si vous voulez, il y a un mimétisme. Merci à vous, mesdames. Je suis désolé, je vais me faire tirer les oreilles par Nicolas Juchat, qui est derrière, que vous ne voyez pas, que vous cherchez du regard, mais il est caché. Il est dans mon oreille. Merci de nous avoir éclairé Merci à sur vous. ce sujet des déviances et je dirais de sa vision psychologique. Merci à vous, Béatrice Tomarliski. Vous êtes DRH, membre de la NDRH, et vous vous projetez peut-être dans une nouvelle carrière de psychologue. Vous reviendrez nous voir alors? Volontiers. Dès que vous avez le diplôme, vous revenez? C'est dans 5 ans. Donc Dans 5 ans? Eh bien, dans 5 ans. Daniel Cardis, vous êtes psychologue du travail, vous accompagnez les organisations. Merci d'être venu nous rendre visite. Et merci évidemment à Caroline de Senneville pour ses éclairages toujours subtils. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat, merci à toute l'équipe, à Paul au son, et merci à notre ami réalisateur que je salue et que je remercie. Et merci à vous, bien sûr. À très bientôt. Bye bye.